Les machines volantes les plus étranges de l'histoire n'ont pas seulement défié les attentes, elles ont défié la gravité et la logique. D'un avion de guerre en forme de crêpe à un aéronef gonflable d'évasion, nous plongeons dans les 20 véhicules volants les plus inhabituels au monde. Numéro 20, Caproni-C A60 Noviplano. Le Caproni-C A60 Noviplano ressemblait à un mélange entre un paquebot et une pile de biplans, et on aurait dit qu'il devait être dans le ciel. Construit dans les années Intopota 1920, c'était le pari le plus fou de l'aviation italienne. Pas un, pas deux, mais 9 ailes. C'était moins un avion qu'une étagère volante étalée sur 3 niveaux comme un gâteau à étages. Le plan? Créer un énorme hydravion capable de transporter 100 passagers à travers l'Atlantique, à une époque où même traverser une ville en avion semblait impressionnant. Le design était audacieux, mais aussi un peu fou. Construit par le pionnier de l'aviation Gianni Caproni, le Noviplano mesurait 23 mètres de long avec une envergure de plus de 30 mètres. Et les moteurs, 8 d'entre eux, poussant et tirant dans différentes directions. Si ça avait fonctionné, cela aurait été le premier avion commercial sur stéroïdes. Mais voilà où ça a mal tourné. Lors de son tout premier vol d'essai, le 4 mars 1921, il a décollé, a grimpé à environ 18 mètres, puis s'est écrasé directement dans le lac Majeur, totalement détruit. L'épave était tellement endommagée qu'ils ne l'ont jamais reconstruite. Numéro de Wattenacht, KM Ekranoplan. Regardez ça, un monstre de la guerre froide qui a vraiment effrayé les services de renseignement occidentaux, le monstre de la mer Caspienne, alias le KM Ekranoplan. Cette bête n'était pas seulement inhabituelle, elle a été classée secrète pendant des années. Construite par l'Union soviétique dans les années 1960, le KM était un écranoplan, un véhicule qui vole juste au-dessus de l'eau en utilisant l'effet de sol. Traduction: il glisse sur un coussin d'air comme un immense aéroglisseur, mais plus vite. Et celui-ci? C'était l'avion le plus grand et le plus lourd du monde à l'époque. L'Occident n'en a entendu parler que grâce aux satellites espions, et personne ne savait ce que c'était. Certains pensaient que c'était un navire de guerre. D'autres pensaient que c'était une nouvelle technologie extraterrestre. Mais non. C'était un avion à réaction qui survolait l'eau, de la taille qu'outil d'un terrain de football conçu pour transporter des troupes, du matériel ou des missiles traféazita à travers les mers à des vitesses incroyables sans être détecté par radar. Il avait 10 moteurs à turboréacteurs fixés à son nez, une envergure de près de 38 mètres et une longueur de plus de 90 mètres. Le plus fou, il pouvait naviguer à seulement 4 mètres au-dessus des vagues à plus de 480 km par heure. Numéro 18. Canada Faiseneuf Avrocar. Si quelque chose a jamais crié OVNI, l'Avrocar est là pour ça. Construit dans les années 1950 par Avro Canada sous le radar pour l'armée américaine, cette bête en forme de disque devait être la prochaine grande nouveauté, un chasseur à grande vitesse et haute altitude. Mais après que l'oncle Sam ait réduit le budget de l'armée américaine, ce disque a été rebrandé en une sorte d'hélicoptère haute performance. Spoiler, ça n'a pas fonctionné non plus. L'ensemble a été cloué au sol en 1961. Maintenant, voici où ça devient fou. Au lieu d'utiliser des ailes comme les avions normaux, l'Avrocar comptait sur l'effet Kiwanda, soufflant essentiellement des gaz d'échappement sur le bord pour générer de la portance avec un seul rotor turbo géant à 124 pales. Pensez à un frisbee volant, mais en plus épais. Le prototype mesurait 5,5 mètres de large, environ 1 mètre d'épaisseur, et sur le papier pouvait atteindre 480 km par heure avec un plafond de service de 3000 mètres. Ça a l'air plutôt cool? Eh bien, pas si vite. Le mieux qu'il ait pu faire lors des tests en conditions réelles était une triste vitesse de 56 km par heure, tout en planant à seulement 1 mètre du sol. L'ensemble était instable, littéralement. La stabilité et la poussée étaient point de véritable cauchemar. Au final, il n'a tout simplement pas pu tenir le coup. Mais peut-être que ce n'était pas un échec total. Beaucoup de gens pensent encore que l'Avrocar était juste en avance sur son temps. Avec la technologie d'aujourd'hui et un investissement sérieux, qui sait, nous pourrions peut-être finalement naviguer dans des soucoupes volantes. Numéro 17. Vought V173. Oui, ils l'ont vraiment appelé le Flying Pancake et honnêtement, le nom lui va bien. Ce truc ressemblait à quelqu'un qui avait essayé de faire voler un plateau de petit déjeuner. Développé par la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, le Vought V173 faisait partie d'une expérience folle en aérodynamique. Il avait un corps plat et disciforme, avec 2 énormes hélices et à peine de fuselage. Le but était de créer un aéronef capable de décoller et d'atterrir sur de très courtes distances, parfait pour les porte-avions. Et malgré sa forme ridicule, ça a en fait fonctionné.
Les vols d'essai ont prouvé que la chose pouvait voler, atterrir lentement et gérer des virages serrés. Les pilotes ont même dit qu'il était étonnamment stable, même dans des turbulences. Et tenez-vous bien, il n'avait pas de vitesse de décrochage. Vous pouviez pratiquement ramper dans les airs sans tomber du ciel. C'est plutôt impressionnant. Mais voilà le problème. Il n'est jamais allé au-delà des tests. Au moment où les ingénieurs ont résolu les problèmes, les moteurs à réaction avaient déjà commencé à dominer le marché. Donc le pancake a été mis de côté avant d'avoir jamais vu le Combas. Les gens étaient choqués de voir ce truc ressemblant à un ovni bourdonner dans le ciel du Connecticut dans les années 40. Certains pensaient bien même que ce n'était pas, vous savez, d'origine terrestre. Bien qu'il n'ait jamais atteint le champ de bataille, le 173 a laissé derrière lui un héritage incroyable, et c'est toujours l'un des designs d'avions les plus étonnants jamais imaginés. Numéro 16, HLRVZ un Pawnee. Celui-ci donne de grosses vibrations de drones humains avant même que les drones ne soient une réalité. Le HLRVZ-1 Pawnee était la tentative de l'armée américaine dans les années 50 de construire une plateforme volante pour une personne, essentiellement un aéroglisseur personnel qui volait avec des ventilateurs canalisés. Et oui, le pilote se tenait littéralement dessus, comme s'il surfait dans le ciel. Le design, super simple, un peu douteux, une plateforme ronde avec de gigantesques ventilateurs en dessous et des poignées pour diriger. Il utilisait le poids du corps du pilote pour le contrôle, presque comme conduire un Segway qui pourrait vous tuer. Mais étrangement, ça volait vraiment. L'armée pensait que ça pourrait être génial pour le scouting, traverser des rivières ou se faufiler à travers des forêts. En secret, ils imaginaient en chemin des soldats flottant silencieusement dans le territoire ennemi. Mais dans la réalité, c'était lent, encombrant et extrêmement difficile à contrôler. Ils ne pouvaient pas monter à plus de quelques pieds, et tourner semblait plus être une question de devinette que de vol. Bien que le concept ait finalement été abandonné, le Pawnee a toujours une sacrée énergie WTF est-ce que c'est. Rien que de regarder de vieilles vidéos d'essais d'un gars planant au-dessus d'un parking comme s'il essayait de passer une audition pour les Jetsons, ça vaut le détour. Il n'est jamais devenu mainstream, mais il a ouvert la voie à la technologie VTOL Future. Et soyons réalistes, ce truc a ouvert la voie pour que les hoverboards et les jetpacks du futur puissent pas courir, un véritable mouvement de pionniers. Numéro 15. Stipa Caproni. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si quelqu'un essayait de faire voler un moteur à réaction avant même que les moteurs à réaction n'existent, rencontrez le Stipa Caproni. Construit dans les années 1930, cet original italien ressemblait moins à un avion et plus à un baril volant, et sans exagérer, il a réellement volé. Conçu par Luigi Stipa, le corps de l'aéronef était essentiellement un énorme tube creux. Le moteur et l'hélice étaient à l'intérieur de ce tube, ce qui aidait à diriger le flux d'air et à créer une poussée supplémentaire. C'était une expérience précoce dans quelque chose appelé l'hélice tubulaire, qui était un peu comme un turboréacteur avant que la technologie des jets n'existe. Les ingénieurs d'aujourd'hui appellent même cet avion le grand-père de la propulsion à réaction. Maintenant, visuellement, c'était carrément loufoque. Le fuselage ressemblait à un énorme tuyau avec des ailes trapues collées sur les côtés. Mais quand les pilotes d'essai l'ont pris, c'était lisse, stable et étonnamment tranquille dans les airs. Le problème, c'est qu'il n'était pas rapide. Comme pas du tout. Le truc du flux d'air était intelligent, mais il n'a pas donné le coup de pouce en vitesse qu'ils espéraient. Donc le projet a été abandonné et le seul prototype s'est retrouvé dans les livres d'histoire de l'aviation au lieu du champ de bataille. Même s'il était trop lent pour remplir son objectif militaire, le design a fini par influencer le développement futur des moteurs à réaction. Cet avion en tube massif était bien plus qu'un simple gadget. Numéro 14. Lockheed XFV. Le Lockheed XFV n'était pas seulement inhabituel, il était carrément irréel. Imaginez un chasseur qui décolle et atterrit verticalement, sur sa queue. Ce n'est pas de la science-fiction, c'était l'objectif réel du XFV dans les années 50. Construit pendant la guerre froide, le XFV était la réponse de Lockheed à un défi de la marine américaine. Créer un chasseur pouvant décoller de petits navires ou de postes avancés, sans besoin de pistes. L'idée, mettre l'avion debout, décoller comme une fusée, passer à un vol horizontal, puis atterrir de la même manière, queue en bas. Avait une queue en croix, un moteur à turbopropulseur et des hélices contrarotatives qui ressemblaient à quelque chose tout droit sorti d'une affiche de science-fiction. Le surnom Saumon venait de son pilote d'essai, Herman Salmon.
Non pas parce qu'il volait en amont, mais parce que l'atterrissage était tout aussi difficile. Voici le truc, il n'a jamais atterri verticalement, pas une seule fois. Les pilotes pouvaient l'amener dans les airs en utilisant une piste normale, mais le ramener en bas queue en premier était trop risqué. La technologie de contrôle de précision n'était pas encore là, et la visibilité et la maniabilité en mode vertical étaient terrifiantes. À la mi-1950, le programme a été abandonné, mais le XF5 en reste l'un des designs d'avions les plus bizarres et ambitieux jamais volés. Il n'a pas été mis en service, mais il a absolument marqué l'histoire. Numéro 13. McDonnell X F-85 Gobelin. Maintenant, ce petit gars, concept génial mais un peu maudit dans l'exécution, voici le McDonnell XF-85 Gobelin, un chasseur à réaction de poche conçu pour être lancé depuis l'intérieur d'un bombardier en plein vol. Oui, pas de piste, pas de catapulte. Il suffisait de sortir par l'arrière d'un avion et d'y aller à fond. Le Gobelin a été construit à la fin des années 1940 comme un système de défense pour les énormes bombardiers B-36. L'idée était que ces bombardiers volent profondément dans le territoire ennemi, alors donnons-leur leur propre garde du corps miniature. Les ingénieurs ont donc conçu ce petit jet en forme d'œuf avec des ailes repliables qui pouvaient littéralement voyager dans le ventre du bombardier. En théorie, le bombardier lâcherait le Gobelin. Il se mettrait en action, combattrait des avions ennemis et reviendrait en plein vol en se reconnectant à sa mère. Ça a l'air bien, mais en réalité, c'était beaucoup plus difficile que cela en avait l'air. Les pilotes avaient énormément du mal à se reconnecter lors des tests. Le flux d'air du gros bombardier le rendait incroyablement instable. Un pilote a dû s'éjecter après quelques tentatives de connexion et après seulement quelques vols d'essai, le programme a été annulé. Numéro 12. NASA AD, un Oblique Wing Aircraft. Maintenant, nous entrons dans le territoire expérimental de niveau supérieur. L'AD-1 de la NASA était un aéronef qui avait l'air assez normal, jusqu'à ce qu'il décide de se montrer en vol. Ce bad boy avait une aile pivotante, comme une énorme aile qui pivotait en diagonale pendant le vol. Pas de blague, la plupart des avions gardent leurs ailes stables et équilibrées pour des raisons évidentes, n'est-ce pas ? Eh bien, l'AD-1 a dit « Non, nous faisons les choses de travers ». Développée à la fin des années 70 et au début des années 90, l'aile pouvait pivoter d'une position normale de 90 degrés à une inclinaison de 62,5 degrés à travers le corps. On aurait dit que quelqu'un avait utilisé l'outil de rotation dans Photoshop et avait juste envoyé ça. L'idée derrière ça, l'efficacité. Une aile inclinée était censée réduire la traînée à grande vitesse et rendre l'avion plus économe en carburant. Et tenez-vous bien, ça a vraiment fonctionné. L'avion a effectué plus de 70 vols d'essais réussis. Pas de blague. Le design avait un réel potentiel pour le voyage supersonique. Mais tout n'était pas rose. À des angles raides, l'avion devenait vraiment instable. Les pilotes disaient qu'il avait des problèmes de stabilité et une mauvaise maniabilité. De plus, personne n'était vraiment prêt à construire des jets avec des ailes tordues à l'époque. Donc le projet a finalement été abandonné. Numéro 11. Airbus Beluga XL. Avez-vous déjà vu un avion si massif et si bizarre que vous devez vous arrêter et le fixer ? C'est l'Airbus Beluga XL. Et oui, il ressemble vraiment à une baleine avec des ailes, mais ne laissez pas l'allure maladroite vous tromper. Ce truc est un véritable mastodonte quand il s'agit de faire le travail. Né d'un Airbus A330 modifié, le Beluga XL a été construit pour transporter d'autres pièces d'avion qui étaient trop énormes pour les avions de fret classiques. On parle d'ailes entières, de sections de fuselage géantes, vous l'appelez. Si c'est une cargaison de la taille d'un avion, le Beluga XL peut l'engloutir sans problème. La section du nez est haute et massive, lui donnant ce look signature de baleine du ciel. Mais ce corps renflé n'est pas juste pour le style. Il abrite une immense soute qui s'étend sur plus de 55 mètres de long. Et même avec ce ventre surdimensionné, ce truc peut encore voler à environ 750 km/h. Pas mal pour une camionnette volante, non ? Il a effectué son premier vol en 2018 et est entré en service complet en 2020. Depuis, il a complètement dominé le secteur logistique, transportant d'énormes pièces d'avion entre les installations Airbus à travers l'Europe. Le Beluga XL ne se contente pas de déplacer des pièces, il fait bouger l'industrie. De plus, il a ce sourire peint sur le devant, comme s'il savait qu'il est le meilleur des transporteurs lourds. Préparez-vous pour le sujet mystique d'aujourd'hui. Cela peut sembler difficile à croire, mais cet avion existe réellement, et il attire l'attention pour toutes les bonnes ou mauvaises raisons. Cet énorme aéronef ressemble à s'y méprendre à un bloc géant de bois poli.
Alors, comment diable vole-t-il? Qui l'a conçu? Et surtout, pourquoi quelqu'un construirait-il un avion qui ressemble à une commode des années 50 avec des moteurs à réaction? Pourrait-il s'agir d'un prototype secret ou simplement d'une ingénierie folle? Laissez vos pensées ci-dessous et n'oubliez pas de mentionner le hashtag sujet mystique. Numéro 10. Scaled Composite Stratolaunch, celui-ci, un véritable mastodonte. Le Scaled Composite Stratolaunch n'est pas seulement le plus grand avion du monde par envergure, c'est en fait deux avions collés ensemble pour former un lanceur de fusée à haute altitude. Oui, il est conçu pour littéralement envoyer des engins spatiaux en orbite depuis 10 600 mètres. Cet oiseau méga s'étend sur une incroyable envergure de 117 mètres d'un bout à l'autre. C'est plus long qu'un terrain de football, et même plus. Au lieu d'un fuselage, il en a deux, côte à côte, avec le pilote installé dans celui de droite. L'espace entre les deux, c'est là que les fusées sont montées et larguées en plein vol avant d'allumer leur moteur. Juste un service de livraison orbitale décontracté. Pas de souci. Volé pour la première fois en 2019, le Stratolaunch était l'idée de Paul Allen, cofondateur de Microsoft. Sa vision? Rendre les lancements spatiaux plus rapides, moins chers et moins dépendants des plateformes au sol traditionnelles. Et même si le projet a connu des turbulences après le décès d'Allen, il est toujours en pleine forme, étant maintenant testé pour lancer des véhicules hypersoniques. Avec 6 moteurs 747, un corps entièrement en composite de carbone et un look ultra bizarre, cet engin ne se contente pas de se démarquer, il domine le ciel. Le voir décoller donne l'impression de voir un vaisseau spatial en vacances. Numéro 9. Piasecki A5 Z8 Osham Airgip. Dans les années 1950 et 60, l'armée américaine avait une idée folle. Que se passerait-il si les troupes pouvaient simplement survoler les mines terrestres, les rivières et les terrains difficiles dans un jeep volant? Voici le Piasecki VZ-8 Airgip, une légende discrète qui semblait tout droit sortie d'une bande dessinée rétro-futuriste. L'Airgip était essentiellement une plateforme de sustentation avec deux énormes ventilateurs ductés en dessous, pouvant accueillir deux personnes côte à côte. Pas d'aile, pas de rotor de queue, juste une pure élévation verticale et quelques poignées. L'objectif était de créer un aéronef compact et agile, capable de décoller verticalement, de survoler le champ de bataille et d'atterrir dans des endroits étroits où les hélicoptères ne savaient pas aller. Et voici le truc, ça a vraiment fonctionné. Il pouvait planer, rouler à environ 112 km/h et voler juste au-dessus du sol, suffisamment bas pour éviter les radars, mais assez haut pour franchir les obstacles. C'est plutôt impressionnant. L'armée était excitée un moment, imaginant même des escouades de soldats se déplaçant à bord de ces engins. Mais le rêve n'a pas duré. Les hélicoptères se sont révélés plus polyvalents, avec une meilleure portée et capacité de charge. L'Airgip a été mis de côté avant d'avoir jamais vu une action réelle. Numéro 8. Goodyear Inflataplane. Oui, Goodyear fabrique des pneus, mais dans les années 50, ils ont créé un avion gonflable. Pas de blague. Le Goodyear Inflataplane était conçu pour être léger, portable et facilement pliable afin que les soldats puissent l'emporter, le larguer derrière les lignes ennemies et s'envoler pour échapper aux ennuis. Logique de dessin animé, mais c'était réel. Alors, comment ça fonctionnait? L'inflatoplane était fabriqué en tissu caoutchouté et renforcé de nylon. Vous le gonfliez à l'aide d'une petite pompe alimentée par le moteur embarqué, et en quelques minutes, boum, vous aviez un avion de taille normale. Il pesait un peu plus de 90 kg et pouvait être rangé dans un conteneur suffisamment petit pour être largué par avion. Une fois gonflé, cet engin excentrique pouvait rouler à 96 km/h et voler sur plus de 320 km avec un seul réservoir. Et malgré sa construction semblable à un ballon, il pouvait supporter un peu de vent, décoller depuis de courtes clairières et atterrir sans éclater comme un jouet de plage. L'armée le testait pour des missions de sauvetage d'urgence de pilotes. Imaginez-vous en train de s'écraser en territoire ennemi et d'appeler un putain d'avion gonflable pour vous récupérer. Folle, non? Bien qu'il ait volé, les commandants n'étaient pas exactement enthousiastes à l'idée de mettre des gens dans ce qui était essentiellement un matelas gonflable volant. Quelques crashs de test ont scellé son sort et le programme a été discrètement dégonflé. L'inflatoplane a sa place dans le hall de l'aviation, attendez, ils ont vraiment essayé ça? Et bon, un respect discret à Goodyear pour avoir tenté le coup. Numéro 7. Nemeth Parasol. Le Nemeth Parasol, l'avion qui semblait vraiment voler avec un parapluie.
Construit dans les années 1930 par Stephen Nemeth, cet oiseau était doté d'une aile parfaitement ronde qui lui donnait l'une des silhouettes les plus bizarres de l'histoire de l'aviation. Au lieu des ailes droites ou en flèche habituelle, cet engin avait un énorme disque circulaire monté au-dessus du fuselage. L'idée ? Donner à l'avion une stabilité incroyable et lui permettre de voler bas et lentement. En gros, un beignet volant avec un cockpit en dessous. Ça peut sembler fou, mais voici le truc. Ça a fonctionné. Les pilotes d'essai ont déclaré que le parasol était super fluide, décollait en seulement quelques pieds de piste et avait une vitesse de décrochage incroyablement basse. En d'autres termes, vous pouviez faire voler ce truc si lentement qu'il planait presque. Il atterrissait même à environ 40 km/h, ce qui est comme une vitesse de jogging. Le Nemeth Parasol était en fait pratique. L'aile ronde lui donnait de la portance sous tous les angles, ce qui le rendait idéal pour des atterrissages courts dans des espaces restreints. Nemeth pensait que ce serait génial pour les pilotes débutants ou le vol en brousse. Mais l'industrie aéronautique n'était tout simplement pas prête à prendre le risque avec un engin aussi étrange. Numéro 6. Ferry Rotodyne. Imaginez un mélange entre un avion commercial et un hélicoptère, et vous avez le Ferry Rotodyne, une bête britannique des années 50 qui semblait ne pas savoir ce qu'elle voulait être. Spoiler, elle a essayé d'être les deux. Le Rotodyne était conçu pour gérer le décollage et l'atterrissage verticaux comme un hélicoptère, puis croiser comme un avion ordinaire une fois dans les airs. Il avait des jets de pointe sur ses énormes pales de rotor qui l'aidaient à décoller directement du sol. Pas besoin de piste. Ensuite, une fois en vol, les hélices de ses ailes prenaient le relais pour le vol en avant. En gros, ce truc était l'original hybride. Plus rapide qu'un hélicoptère, plus flexible qu'un avion. Ils l'ont présenté comme un aéronef de transport qui pourrait voler d'une ville à l'autre, atterrissant dans des zones urbaines étroites sans aéroport. Plutôt génial, non ? Mais il y avait un gros problème. Ces jets de pointe ? Oui, ils hurlaient comme des banshees. On parlait de 113 décibels à 180 mètres. C'est plus fort que la plupart des concerts de rock. Les gens étaient enthousiasmés par le design, mais personne ne voulait qu'ils volent au-dessus de leur quartier à 7 heures du matin. Numéro 5, 15-5 Vertifan. Dans les années 1960, l'armée américaine et la NASA étaient profondément dans leurs expérimentations, et le 15-5 Vertifan en est la preuve. C'était un jet qui ressemblait à un avion standard jusqu'à ce qu'il ouvre des trappes secrètes, les trappes secrètes, pour révéler des ventilateurs de portance cachés dans les ailes et le nez. Pas de blague, c'était comme si le truc avait des portes dérobées potent pour le vol vertical. L'idée était de construire un jet VTOL qui ne ressemblait pas à un hélicoptère. Décollage vertical, plané, puis vol à la vitesse d'un jet. Le Vertifan avait 3 ventilateurs turbo qui tournaient grâce à des gaz d'échappement redirigés. Super innovant pour l'époque. De l'extérieur, il avait l'air assez standard, rien de trop flashy. Mais une fois que les ventilateurs entraient en action, ils pouvaient s'élever directement du sol, planer et passer en vol avant comme si de rien n'était. Pour de vrai, c'était propre quand ça fonctionnait. Le système était compliqué à gérer. Les ventilateurs ajoutaient du poids, rendèrent le jet plus difficile à manœuvrer et l'entretien était un véritable casse-tête. Pendant les tests, un aéronef s'est écrasé et un autre a eu des problèmes de contrôle lors des atterrissages verticaux. La promesse était là, mais la fiabilité ? Pas vraiment. Le Vertifan n'est jamais entré en production, mais la technologie a inspiré de futurs designs VTOL, y compris des choses que vous verriez dans les chasseurs furtifs et les drones d'aujourd'hui. Numéro 4. Ryan 1513 Vertige. Revenons au début des années 1950, où les jets commençaient encore à trouver leurs repères, mais cela n'a pas empêché les États-Unis de se demander « et si un jet pouvait simplement décoller verticalement ?» Voici le Ryan 1513 Vertige, un véritable bâton de fusée avec des ailes. Ce truc était une première tentative de puissance de jet VTOL, conçu pour décoller et atterrir verticalement comme un hélicoptère, puis passer au vol horizontal. Pensez à une configuration de tail-seater. Il se tenait littéralement sur sa queue pour le décollage et l'atterrissage. Le pilote devait regarder en haut, très haut, vers le ciel depuis le cockpit pendant le lancement. Plutôt fou, non ? Propulsé par un seul moteur à réaction et équipé d'ailes courtes, le Vertige était compact et futuriste pour son époque. Et oui, il volait verticalement et horizontalement. Les premiers vols étaient en tout des tests attachés, mais il a finalement réussi des décollages et atterrissages libres. Mais la courbe d'apprentissage ? Brutale. Les atterrissages verticaux étaient incroyablement difficiles à réaliser.
La visibilité pour le pilote était médiocre, et la gestion en cours de transition semblait en risquer, comme si un mauvais mouvement pouvait vous faire spiraler. Finalement, le projet a été mis de côté, principalement parce que la technologie n'avait pas encore évolué. Mais même s'il n'est jamais devenu opérationnel, le Vertijet a aidé à poser les bases des jets VTOL modernes, comme le Harrier et le F-35. Numéro 3, Sikorsky X-2. Passons maintenant à deux hélicoptères de nouvelle génération qui ont complètement changé la donne. D'abord le Sikorsky X-2. Ce n'est pas votre hélico ordinaire, c'est une bête de vitesse avec des rotors coaxiaux jumeaux et une hélice propulsive à l'arrière. En gros, ça ressemble à un hélicoptère qui veut être un jet de chasse. Le X-2 a été conçu pour résoudre ce problème classique. Les hélicoptères sont agiles mais lents. Donc Sikorsky s'est dit, parions qu'on peut en construire un qui atteint plus de 400 km/h. Et ils l'ont fait. Il a établi un record non officiel en 2010, devenant l'hélicoptère le plus rapide jamais construit à l'époque. Pas de blague, ce truc se déplace comme un jet et manœuvre comme un drone sous caféine. Ensuite, il y a l'Augusta Westland AW609, un élégant tiltrotor qui ressemble à un mini V22 Osprey. Celui-ci décolle comme un hélicoptère puis fait pivoter ses moteurs vers l'avant et croise comme un avion à voilure fixe. Elle est conçue pour les voyages d'affaires, les évacuations médicales ou le luxe VIP. Mais la technologie ? De grade militaire à part entière. L'AW609 peut voler à près de 480 km/h et grimper à des altitudes que les hélicoptères normaux ne peuvent que rêver. Le lancement commercial est encore en cours, mais il a traversé des années de tests, de crash, de redesign, vous l'appelez, et pourtant, il continue d'avancer. Numéro 2. Mahler M400 Skycar. Vous savez comment les gens demandent depuis toujours « Où est ma voiture volante ?» Eh bien, la Mahler M400 Skycar essaie de répondre à cette question depuis les années 80. Et oui, elle ressemble à quelque chose tout droit sorti des Jetsons. La Skycar a été conçue par le Dr Paul Mahler, un inventeur qui travaille depuis des décennies pour rendre les véhicules VTOL personnels une réalité. La M400 devait être son joyau, avec 4 ventilateurs ductés, un corps futuriste élégant et la promesse de liberté de vol point à point sans avoir besoin d'une piste. Sur le papier, ce truc déchire. Il a 4 moteurs inclinables alimentés par des moteurs rotatifs, peut accueillir jusqu'à 4 personnes et a été conçu pour atteindre des vitesses de plus de 480 km/h avec une portée de décollage verticale de plus de 1100 km. Ça ressemble à un rêve, non ? Voici le hic. Elle n'a jamais vraiment volé sans être attachée. Il y a eu des vols de démonstration, mais toujours enchaînés ou limités à des tests de sustentation. Les investisseurs étaient enthousiastes, les médias en parlaient, et pendant un moment, il semblait bon que Mahler était sur le point de changer la donne. Mais les réglementations de la FAA, les obstacles technologiques et les problèmes financiers ont maintenu la vision au sol. Même si c'est encore un travail en cours, la M400 est un symbole de la quête de la voiture volante. Peut-être pas la forme finale, mais définitivement une partie du voyage. Numéro 1, Boeing Pelican Ultra. Un avion si énorme qu'il pourrait transporter des chars, des camions et des troupes en même temps et avoir encore de la place pour plus. C'était la vision folle derrière le Boeing Pelican Ultra. Ce n'était pas juste un concept, c'était un véritable défi lancé par Boeing au début des années 2000 pour construire l'ultime aéronef de levage lourd. Abrégé en ultra-large transport aircraft, il était conçu pour voler juste au-dessus de l'océan, en utilisant l'effet de sol, en gros en surfant sur un coussin d'air pour une efficacité massive. Mais contrairement à la plupart des véhicules à effet de sol, celui-ci pouvait également voler à des altitudes plus élevées, si nécessaire. Double menace. Nous parlons d'une envergure de 152 mètres, d'une longueur de près de 122 mètres et d'une capacité de charge allant jusqu'à 1400 tonnes. C'est 10 fois ce qu'un C-17 peut transporter. Il pouvait transporter du matériel pour toute une division militaire, y compris des hélicoptères, des véhicules et des fournitures, et avoir encore de la place pour une pause snack. Il aurait utilisé 8 moteurs turbopropulseurs et aurait décollé de pistes normales ou de l'eau, idéales pour livrer des méga-cargos au-dessus des océans sans avoir besoin de pistes à l'autre bout. Mais comme d'habitude avec des aéronefs aussi ambitieux, le Pélican est resté cloué au sol, n'ayant jamais dépassé le stade de conception. Il a montré ce qui était possible lorsque vous prenez Go Big or Go Home à cœur. Le Pélican n'était pas juste un avion, c'était un train de fret volant. Merci d'avoir regardé.
Si vous avez apprécié ce voyage à travers les machines volantes les plus étranges du monde, appuyez sur le bouton J'aime, abonnez-vous pour plus d'Odyssey aéronautique et laissez un commentaire avec votre préféré. Vous avez un aéronef étrange que nous avons manqué? Faites-le nous savoir ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, gardez la tête dans les nuages.